Bonjour à tous, je vous propose donc d'aborder un nouveau bloc de cours d'une vingtaine d'heures, comme à peu près les autres blocs de cours que nous avons déjà commencé. Celui-ci est dédié à l'approximation numérique des solutions des équations aux dérivées partielles ou différentielles, comme vous le verrez. Et ce bloc de cours, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, est complémentaire du fameux bloc que nous avons déjà entamé ensemble et qui est cette fois-ci dévolu à l'analyse mathématique des solutions de ces mêmes équations aux dérivées partielles. Donc ces deux blocs en fait ne font qu'un. Ils sont traités d'une certaine manière jusqu'à certaines limites, j'ai presque envie de dire, dans le cadre de plusieurs ouvrages, mais enfin je fais référence du dernier ouvrage que j'ai publié aux éditions Springer Verlag ou chez Lavoisier en français et qui concerne précisément ces deux blocs d'enseignement. C'est un enseignement qui a eu lieu pendant de nombreuses années. Donc ce que je vais vous proposer, que j'ai donc réalisé à l'ex-université Pierre et Marie Curie, donc Sorbonne Université depuis janvier 2018, et c'est un enseignement qui s'adressait tout particulièrement aux étudiants de la première année de master des sciences de l'ingénieur, de la mécanique, mécanique des fluides, mécanique des solides. C'était un bloc général qui s'adressait à cette catégorie d'étudiants. Bien évidemment, même si de prime abord c'est un cours de 4e année d'université, pour ces populations-là, on peut très facilement envisager ce type de cours et de connaissances, j'ai envie de dire d'acquisition de cette connaissance, bien avant. C'est uniquement pour des raisons de planification et d'encombrement horaire que l'on ne peut pas aborder cet enseignement, j'ai envie de dire, dès la 2e ou 3e année. Mais au niveau de la difficulté conceptuelle, c'est véritablement quelque chose qui pourrait être envisagé bien avant. Alors, même si, comme vous le verrez, il y a un certain nombre de prérequis, ils sont assez limités et c'est la raison pour laquelle j'insiste, quand bien même c'est un cours plutôt de 3e voire 4e année, on peut l'envisager avant, si tant est qu'on se donne bien les moyens pour certains prérequis que je me ferai fort de rappeler à la volée, j'ai presque envie de dire. Alors, le premier chapitre de comment dirais-je, de ce bloc de cours est véritablement une introduction générale qui va comprendre d'une part un descriptif des définitions de périmètre, j'ai presque envie de dire, de ces équations dérivées partielles que nous allons considérer, parce que les équations dérivées partielles, c'est un océan, pour pas dire un univers à part entière. Donc nous allons nous limiter, bon an, mal an, à un certain périmètre d'équations, mais comme je le dirai au fur et à mesure, ce que l'on verra dans ce périmètre, au sein de ce périmètre, pourrait être très facilement étendu à d'autres catégories d'équations aux dérivées partielles. Donc le premier chapitre, c'est véritablement cette définition de grosso modo de ce type de périmètre et puis en même temps de comprendre, j'ai presque envie de dire, en quoi consiste et pourquoi a-t-on besoin d'envisager l'approximation des solutions de ces équations aux dérivées partielles. Alors, premier chapitre, donc, chapitre introductif, comme je le disais, introduction à l'analyse numérique, des EDP, des équations aux dérivées partielles. Voilà. Alors, première partie, ce fameux périmètre auquel je faisais allusion, un périmètre au sein duquel nous allons travailler et identifier un certain nombre de comportements de familles, de sous-familles d'équations aux dérivées partielles. Donc, je vais vous proposer cette classification des équations aux dérivées partielles. Alors, ça va être des équations aux dérivées partielles dans le plan, c'est-à-dire à deux variables, et qui vont être des équations aux dérivées partielles linéaires du second ordre dans le plan.
Donc ces équations dites aux dérivées partielles linéaires du second ordre dans le plan, eh bien, ont la structure suivante. Alors, on va considérer donc une fonction u qui va aller, j'ai envie de dire, qui va être définie dans R2 ou dans un sous-ensemble de R2. Pour ce qui va nous intéresser, ça ne va pas changer grand-chose et qui donc, à un couple xy, va associer un nombre u de xy. Et cette fonction u va être solution d'une équation aux dérivées partielles linéaires du second ordre, donc de la forme suivante. Alors, la forme c'est alpha d2u sur dx2 au point xy, mais souvent on néglige dans l'écriture, on simplifie pour ne pas alourdir, plus bêta d2u sur dx dy, plus gamma d2u sur dy2, plus delta du sur dx, plus epsilon du sur dy, plus phi u égale à 0. On pourrait mettre un second membre, mais pour parler véritablement, on parle d'équation, on va dire homogène si vous voulez. Mais enfin, c'est d'ailleurs là-dessus aussi que se caractérise la linéarité. Je vais en parler dans un instant. Alors, où, quand même, il nous faut préciser que alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et phi dépendent uniquement de x et y. Et vous pourriez rajouter, mais ne dépend en aucun cas de petit u. Autrement dit, ici, par exemple, phi ne s'écrirait pas u, par exemple. Donc vous auriez un terme en u carré. Ou epsilon, ici, e puissance u. Auquel cas, vous auriez e puissance u, du sur dy, etc. Ceci garantit justement cette propriété de linéarité. Alors, je vais le dire oralement, parce que je pense que vous pourriez très facilement, autant que vous êtes, l'écrire et le démontrer. Pourquoi on appelle cette équation différentielle aux dérivées partielles linéaire? Parce que si vous prenez, supposons qu'on ait deux solutions de cette équation U1 et U2, eh bien très facilement, vous pourriez démontrer que U1 plus U2 est solution de la même équation. Évidemment, ça vient du fait que les coefficients alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, phi ne dépendent pas de U. Et donc, si U1 satisfait cette équation et si U2 satisfait cette même équation, par sommation, et j'ai presque envie de dire par linéarité des opérations qui agissent sur U, c'est-à-dire la dérivée partielle seconde ou première par rapport à X ou par rapport à Y ou par rapport au couple XY, eh bien, la dérivée partielle d'une somme, c'est la somme des dérivées partielles, comme vous le savez, quel que soit l'ordre. Et donc, et puis là, le dernier terme, phi fois U, pardon, phi U1 plus phi U2, ça fait phi fois U1 plus U2. Donc c'est très simple à établir que U1 plus U2 est solution, et c'est aussi simple à établir que si U est solution d'une telle équation, alors quel que soit lambda réel ou complexe selon le cas de figure, ici nous sommes dans les réels, on va rester dans les réels, quel que soit lambda réel, si U est solution, lambda U, très trivialement, est aussi solution. Si j'avais mis un second membre, ça ne serait plus le cas, évidemment, parce que si vous aviez au second membre un second membre noté en général petit f, eh bien, si vous écrivez que U1 est solution et que U2 est solution, la somme va être solution de la même équation sur le membre de gauche, certes, mais à droite, vous auriez f plus f, c'est-à-dire 2f. Donc, vous n'auriez plus la même équation. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle d'équations différentielles ou aux dérivées partielles, c'est la même chose pour ce propos d'équations aux dérivées partielles linéaires. Alors évidemment, il nous faut considérer une équation dite homogène sans second membre, ou à second membre nul plutôt, et avec des coefficients alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, phi, qui sont des fonctions, en quelque sorte, des variables qui définissent la fonction petit u, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, petit x, petit y. Autre remarque importante que vous trouverez dans certains ouvrages, pour des raisons de symétrie et de manipulation qui ne vont pas nous concerner aujourd'hui, alors très souvent ici, au lieu d'écrire bêta, certains auteurs écrivent 2 bêta. Pour ce qui nous intéresse,
ça ne changera rien. Le 2 bêta, vous le rebaptisez bêta et ça va parfaitement nous suffire. Alors, une telle équation, ça c'est la formule la plus générale pour une équation aux dérivées partielles du second ordre. Je ne l'ai pas dit, mais vous aviez bien compris qu'il s'agissait de limiter les dérivées partielles jusqu'au second ordre. Donc vous avez des dérivées partielles secondes d'ordre 2 en x, des dérivées partielles d'ordre 2 en y, et puis des dérivées partielles croisées en x, y, d'où la terminologie du second ordre. Vaut mieux le dire, même si c'est évident. Alors, ce qui est très, comment dirais-je, étonnant dans cette équation, c'est le changement de variable suivant. Si l'on opère une rotation des axes, c'est-à-dire du couple XY, en grand X, grand Y, et supposons qu'une rotation d'angle θ, je vais le rajouter là. Donc on écrit un changement de variable qui va définir grand X et grand Y. Hein, très simple à voir, je fais tout de suite ce petit schéma ici. Vous êtes dans le plan XY et donc vous faites une rotation d'angle θ qui va vous définir deux nouvelles variables, les variables d'arrivée après la rotation d'angle θ. Voilà. Et donc, on peut très explicitement écrire cette rotation, ce qui ne va pas nous apporter grand-chose, donc je ne vais pas le faire. Mais si on effectue cette rotation, eh bien, on va avoir l'équation que je vais appeler numéro 1. Eh bien, 1 va s'écrire de la manière suivante. Donc, 1 s'écrit, eh bien, de la manière suivante, ça va s'écrire grand A D2U sur D grand X carré plus grand B D2U sur D grand X D grand Y plus C D2U sur D grand Y2 plus D DU sur D grand X plus E DU sur D grand Y plus grand F U égale 0, cette fois-ci, avec, les feutres, il faut les secouer un peu, avec, eh bien, A, B, C, D, E jusqu'à F, fonctions, ce sont des fonctions évidemment, de grand X, de grand Y et de θ. Voilà, donc là, on a un changement, comment dirais-je, puisque grand A et grand F vont être obtenus par le changement de variable, où ça va remplacer les coefficients alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, phi, eh bien grand A, grand B, grand C, grand D, grand E et grand F vont dépendre de alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, phi, donc de petit x, petit y et de θ. Et donc, on pourrait réinjecter cette dépendance en petit x, petit y en dépendance de grand X et grand Y. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit directement que A et F sont des fonctions de grand X, Y et θ. Le point important, c'est la nouvelle dépendance par rapport à θ. Je répète, les coefficients A, B, C, D, E, F dépendent de alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, phi. Comme alpha, bêta, gamma et delta, epsilon, phi dépendent de petit x, y, eh bien les nouveaux coefficients ici, grand A, B, C, D, E, F dépendent de petit x, petit y. Mais comme petit x et petit y sont liés à grand X, grand Y, par rapport à la nouvelle équation, eh bien la dépendance à valoriser de ces nouveaux coefficients, j'ai envie de dire une dépendance homogène aux nouvelles variables grand X et grand Y, mais surtout par rapport à θ. Et on peut démontrer que dès lors que les paramètres A, B, C, D, E, F sont des vraies constantes, alors il existe une rotation θ étoile telle que B égale 0. On peut démontrer ceci, et on peut démontrer aussi que A et C ne s'annulent pas simultanément pour cet angle-là. Et A et C, avec A et C,
avec A et C, les deux constantes grand A et grand C, ne s'annulant pas simultanément, avec A et C, ne s'annulant pas simultanément. Simultanément. Donc on a 3 cas en fait. On a 3 cas. Et ces 3 cas vont donner dans la littérature 3 classifications d'équations dérivées partielles du second ordre, linéaires dans ce cadre-là. Et c'est ça que, comment dirais-je, nous allons voir. Alors, si grand A et grand C ne s'annulent pas simultanément, ça veut dire qu'il va y avoir ces 3 cas. Le premier cas, eh bien, enfin on a envie de dire 4 cas, mais ça va être 3, comme vous allez le voir. A et C de même signe, A et C de signe contraire, et puis A égale 0 et C différent de 0, et A différent de 0 et C égale 0, et on verra que ces deux derniers cas sont en fait qu'un seul cas. Alors, premier cas, eh bien, grand A et grand C de même signe. Grand A et grand C de même signe, sachant qu'on a dit que pour cet angle de rotation θ étoile, le coefficient grand B est nul. Et donc, vous voyez que vous pourriez écrire l'équation que je vais appeler 2. Hein? Eh bien, 2 s'écrit dans ce cas. Alors, je vais le faire en 2 temps, même si, d'ailleurs, je dois reconnaître qu'à l'époque de ces cours en première année de master, on allait peut-être un peu rapidement là-dessus. C'était certainement lié au fait que les étudiants de la 4e année des sciences de l'ingénieur et donc de la mécanique étaient habitués à ce que l'on appelle des changements d'échelle dans les équations aux dérivées partielles. Alors, pour vous qui constituez un public bien plus large, je vais spécifier maintenant ce qui se faisait un peu plus rapidement à l'époque. Alors, si A et C sont de même signe et qu'ils sont non nuls, hein, donc parce que s'il y en a un des deux qui est nul, on est dans les autres cas que je ne regarde pas pour l'instant. Alors, avec A différent de 0, je vais pouvoir écrire que j'ai D2U sur D grand X2 plus... Eh bien, écoutez, je vais écrire B sur A, mais je vais le rebaptiser grand B, un autre coefficient. Écrivez le B' si ça vous ennuie de laisser grand B une deuxième fois. Alors, pardon, pas B. B est nul, on a dit. Donc, si B est nul, je voulais dire C sur A, je vais l'appeler C. Je vais le rappeler C. D2U sur D grand Y2, plus D sur A, que je rappelle D, vous avez compris, DU sur D grand X, plus grand E, DU sur D grand Y, et puis plus grand FU égale 0. Voilà. Encore une fois, et je vais le dire un certain nombre de fois, pour ne pas introduire toute une collection de constantes qui n'apporteraient rien, je rebaptise les nouvelles constantes par les mêmes lettres qui étaient celles qu'on avait avant le traitement dont on parle. C'est-à-dire que là, j'ai divisé par... comment dirais-je, A pour écrire cette équation en supposant que A est de même signe et ils sont tous les deux non nuls. Alors, notamment ici, grand A. Alors, le point suivant est le suivant, c'est le cas le point suivant est le suivant, ça c'est une grande idée. Le point suivant est à formuler comme tel, si je puis dire. Eh bien, si l'on effectue dans cette équation ce que l'on appelle un changement d'échelle, j'y ai fait allusion il y a un instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire que U de grand X, grand Y, c'est une certaine constante grand U fois U tilde, des mêmes variables grand X, grand Y. Et je vais dire que grand Y, eh bien, c'est une certaine constante grand L fois grand Y tilde. Ça, c'est ce qu'on appelle un changement d'échelle. En gros, ce que l'on est en train de dire, c'est que U a des variations d'un ordre de grandeur qui sont grosso modo grand U, et que grand Y, la variable, la coordonnée grand Y, varie dans une échelle de longueur qui est grand L. Ce qui veut dire que les ordres de grandeur de variation
de la fonction u tilde comme de la nouvelle coordonnée y tilde sont des variations d'ordre 1, c'est-à-dire ça varie entre 0 et 1, grosso modo, ou d'ordre 1, ça veut dire ça peut être 1, 2, 3, mais ça ne peut pas être 1000 et 1 milliard, c'est plus ce qu'on appelle de l'ordre 1. Et là, dire que c'est de l'ordre de u, ça veut dire que grosso modo aussi, la fonction varie entre 0 et u, on pense à cela plus naturellement, mais ça peut être aussi 2u ou 3u. Évidemment, il faudra corriger en conséquence des vraies variations qu'on appellera toujours de l'ordre de u, 2, 3u, mais pas 2 milliards de u, vous avez compris. On corrigera de manière conséquente les variations de u tilde, les ordres de grandeur de variation de u tilde, et ce que j'ai dit pour u tilde, ça vaut pour y tilde. Voilà ce que l'on appelle changement d'échelle. Alors quand on a un changement d'échelle comme cela, évidemment, si j'écris du sur d, on va dire grand X, eh bien, vous avez, je vais vous montrer deux changements de variables en quelque sorte qui impactent, c'est en quelque sorte un changement de variable que je fais aussi, si vous voulez le voir, hors, comment dirais-je, changement d'échelle, c'est aussi un changement de variable, on pourrait dire, aussi bien pour la fonction que pour la coordonnée, c'est une autre manière de dire la même chose, c'est juste pour vous rassurer. Alors ce changement de variable, c'est pour ça que je l'ai dit spontanément, ou ce changement d'échelle, sur la dérivée partielle en x, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner grand U qui est constant, du tilde sur d grand X. Oui, mais grand X, il n'a pas changé, donc ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ici, j'ai dit que grand X, c'est grand X tilde, si vous voulez. Donc, dans les nouvelles variables, on aurait ce genre de calcul. C'est-à-dire que la dérivée partielle en x de u par rapport à grand X, ben c'est grand U fois la dérivée partielle de petit u tilde par rapport à grand X tilde, puisque lui, on n'a pas procédé à de changement d'échelle. Je n'ai pas procédé à de changement d'échelle parce qu'ici, j'ai un coefficient normalisé. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Alors par contre, j'ai aussi, et écrivons-le, du sur d grand Y. Ben, pour les mêmes raisons, c'est grand U, du tilde sur d grand Y. Ah oui, mais cette fois-ci, Y, c'est Ly tilde. Donc, ça va me donner U sur grand L, du tilde sur d grand Y tilde. Voilà. Et donc, si je fais ça entre du sur dy et du tilde sur dy tilde, qu'est-ce qui se passe à l'étape d'après? C'est-à-dire lorsque je vais maintenant carrément dériver une deuxième fois par rapport à y, par rapport à x, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et pour cause, vu qu'on n'a pas fait de changement d'échelle, mais le changement d'échelle en y a apporté le petit calcul que je viens de vous proposer, on va le réitérer, si vous voulez, pour la dérivée partielle seconde en y, qui apparaît ici, comme vous le voyez, dans l'équation. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le faire proprement. À savoir que si du sur dy, c'est cette quantité-là, eh bien, nous, on a besoin d'évaluer maintenant d2u sur d grand Y2, c'est-à-dire, eh bien, u sur L, d sur d grand Y, de du tilde sur dy tilde. D'accord, mais dy, comme tout à l'heure, c'est ni plus ni moins L dy tilde. Donc ça va s'écrire U sur L2, D2 U tilde sur dy tilde au carré. Voilà. 3 s'écrit, donc 3 s'écrit. Alors, d2u sur dx2. Ben, d2u sur dx2, vous voyez que ça va être un peu comme le du sur dx, donc ça va donner un u d2u sur dx tilde 2. D'accord, plus C. Alors, plus C, D2U sur DY2. Donc, plus CU sur L2, D2U tilde. Alors, j'ai oublié un tilde, là. Vous auriez pu me le dire. Hein. DY tilde au carré.
D'accord? Donc là, c'est pour le C. Pour D, plus D, il va y avoir un U. Il va y avoir un DU tilde. Et comme c'est par rapport à X, c'est incolore, inodore, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est DU sur DX tilde. Plus D, plus E, attention, plus E, U. Alors là, il y a un Y, donc sur L. D, U tilde sur DY tilde. Ah oui, on voit mieux avec le feutre lorsqu'il est en pleine forme. Et puis, il va y avoir ici plus U tilde égale 0. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a, sans surprise, du fait de ce changement d'échelle, on a U qui se simplifie lors de grandeur des variations qu'on a supposé observer de petit u, si on connaissait petit u. On a supposé que ces variations étaient de l'ordre de grand U pour des échelles de longueur invariantes de l'ordre de l'unité, ça veut dire pour X, pour grand X, et de l'ordre de L pour Y. Voilà ce que veut dire ce changement de variable avec une terminologie peut-être à laquelle vous êtes plus habitués. Et donc, le coefficient ici, donc je vais quand même, oui, enfin vous le voyez, mais je vais quand même le réécrire peut-être un peu plus proprement, hein, ce coefficient. Donc en fait, là on avait, puisqu'on était avec D2U sur DX2, donc D2U sur DX2, ça n'a rien changé, hein, c'est D2U tilde sur, et oui, comme c'est un peu mouillé, ça reste à peu près la même chose, c'est pas grave. Et donc j'ai dit que ce coefficient-là, en grand U, se simplifier sur toute l'équation. Ce qui veut dire qu'on choisit maintenant cette observation à l'échelle de longueur grand L pour grand Y. On choisit grand L tel que, eh bien vous voyez, tel que C sur L2 soit égal à 1. Du coup, très important, l'équation 4, qui est celle-ci, hein, puisque c'était 3 s'écrit, l'équation 4 s'écrit avec une forme beaucoup plus normalisée et beaucoup plus réduite et beaucoup plus standard, à savoir D2U sur DX tilde carré, plus, donc ce coefficient vaut 1. Par changement de variable, j'ai envie de dire, ou changement d'échelle approprié, D2U sur DY tilde carré, plus évidemment un DU tilde sur DX tilde, plus E sur L. Alors, L étant choisi, E sur L vaut ce qu'il vaut. Je vais le rebaptiser grand E pour toujours ne pas introduire de nouvelles constantes. Plus grand E, D2U tilde sur D grand Y tilde, plus, plus, alors là j'ai oublié quelque chose là, hein, oui, j'ai oublié le grand F qui était là, et donc plus grand F U tilde, tout simplement, égale 0. Voilà, voilà. Alors, donc ça, c'est pour montrer que dans ce cas-là, on a une première forme qui va être, comment dirais-je, conséquente de cette normalisation. Et ici, vous reconnaissez peut-être pour certains d'entre vous, alors là j'ai montré par le calcul comment les choses se faisaient, j'aurais pu dire que cette équation 3 pouvait s'écrire sous la forme 5 ou 4 si je n'avais pas fait le détail de calcul, à savoir D2U sur DX2, j'ai oublié les tildes maintenant, mais au niveau de la structure, la notation c'est D2U sur DX2 plus D2U sur DY2, etc., plus la somme des dérivées partielles premières, plus la fonction elle-même pondérée par un coefficient grand F qui ne dépend pas de U ou de U tilde si vous gardez les notations qui sont là. D'accord ? Alors, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Là, vous reconnaissez peut-être pour certains d'entre vous, ou sûrement il serait de bon ton, en tout cas pour ceux qui sont déjà en 3e et 4e année, c'est-à-dire ceux qui ont suivi notamment le cours de L2, que je vous propose par ailleurs concernant l'analyse vectorielle et le calcul intégral, avec les opérateurs élémentaires d'analyse vectorielle, comme vous les avez vus, que sont le gradient, la divergence, le rotationnel et le laplacien. Et ça, c'est ni plus ni moins que le laplacien, ici dans l'écriture de 4, de la fonction U tilde. Ça, c'est dans le cas où A et C sont de même signe. Alors, quand A et C sont de signes contraires, deuxième cas, A et C de signes contraires, A et C
deux signes contraires, eh bien sans surprise, et je ne vais pas recommencer tout le détail de ce que je viens de vous proposer, deux signes, donc les signes sont contraires. J'aurais pu mettre des mêmes S d'ailleurs, là, les mêmes signes. Ça aurait été pas plus mal. Et bien donc dans ce cas-là, vous obtiendrez donc l'équation, comment dirais-je, 3, qui est encore là. On va obtenir l'équivalent de 5. Et 5, ça va être, on va l'appeler 6, mais elle va avoir la structure suivante. D2U sur D grand X2. On oublie les tildes maintenant, puisque les tildes, c'était juste pour vous faire comprendre en structure comment on arrivait à normaliser, c'est-à-dire à rendre égal à 1 les deux coefficients devant les dérivées partielles secondes. Et bien là, vous aurez exactement la même chose, sauf qu'il va y avoir un signe moins, puisque les coefficients sont de signes opposés, de signes contraires. Donc on va avoir D2U sur dx2 moins D2U sur dy2, et puis on aura toujours la somme des dérivées partielles premières, du sur d grand X plus E du sur d grand Y plus fu égale 0. Ça va être l'équation numéro 6. Voilà. Alors ça, c'est dans le cas où A et C sont soit de même signe, soit de signe contraire. Et il nous faut voir maintenant le cas où A égale 0, C n'est pas égal à 0. Et la même chose inverse, c'est-à-dire A différent de 0 et C égale à 0. Alors ça c'est assez, comment dirais-je, pas étonnant, mais donc là j'ai effacé l'équation de départ, mais vous l'avez donc sous les yeux. Donc je vais prendre maintenant les cas où A et C, A ou C est nul, donc l'un et l'autre, mais l'autre sans l'un, comme vous avez compris. Donc c'est le troisième cas. Et je vais reprendre exactement les mêmes notations que je vous ai écrites, donc vous avez dû prendre note, j'imagine. Donc c'est A ou C nul. Alors dans ce cas-là, eh bien quand vous avez A égale 0, hein, si vous reprenez la forme de tout à l'heure, eh bien vous allez avoir une dérivée partielle, puisqu'A égale à 0, vous allez avoir la dérivée partielle seconde en Y qui va subsister, la dérivée partielle seconde en X est nulle, la dérivée partielle seconde croisée est nulle parce qu'on a choisi l'angle de rotation qui permettait de l'annuler, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis donc il va y avoir plus E du sur dy. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est bien E du sur dy. D, je l'ai écrit dans le sens inverse, mais c'est pas grave, plus D, du sur d grand X, plus fu égale à 0. Donc ça, c'est dans le cas où, comment dirais-je, vous avez le premier coefficient qui on va augmenter un peu la clim, hein, je pense que personne n'en souffrira. Donc ça, c'est lorsque grand A égale 0, et quand C égale à 0, eh bien vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose de totalement analogue, de symétrique en changeant le rôle de X et de Y. Donc vous allez avoir un D2U sur dx2, vous allez avoir un du sur dx, vous allez avoir un E, là je les ai remis dans l'autre sens, très bien, E du sur dy, plus fu égale à 0. Et donc, en fait, il n'y a aucune différence, puisque grand X et grand Y jouent absolument le même rôle, ont un rôle totalement symétrique. Ici, vous avez une dérivée partielle seconde en Y, et donc vous avez une dérivée partielle première en Y et une dérivée partielle en X, puis FU, d'accord? Et puis là, vous avez une dérivée partielle seconde en X et une dérivée partielle première en X, et puis une dérivée partielle première en Y. Donc, c'est vraiment la même chose. Alors, on va dire quand même maintenant, au niveau de la terminologie, donc, que la chose suivante, donc peu importe celle que je retiens de l'une des deux, on va dire donc terminologie, eh bien l'équation qui s'est appelée ici 5 est ce que l'on appelle l'équation dérivée partielle elliptique, ça c'est pour 5, et puis pour 6, on va dire qu'il s'agit d'équations en dérivée partielle hyperbolique. Et vous aurez trouvé que 7, l'une des deux,
eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'équation de dérivée partielle parabolique. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Alors je vais effacer, gardez bien tout proche de vous, donc ces trois types d'équations, parce qu'on va aller encore un tout petit peu plus loin, les concernant, avec une manipulation. Donc je vais le faire sur le cas où on est dans le cas elliptique, si vous voulez. On peut encore dégraisser un petit peu, grâce à un changement de variable, encore une fois, un changement de fonction. On va pouvoir, alors ça c'est la connaissance comment dirais-je, de l'effet de certains changements de variables, comme vous allez le voir, qui permet d'aller encore plus loin dans la simplification de l'équation. On va prendre l'équation numéro 5, l'équation elliptique. Alors, pour l'équation 5, donc je vous rappelle qu'elle s'écrit du d2u sur dx2 plus d2u sur dy2. Hein. J'ai enlevé les tildes. Plus, alors ça va être plus, donc ça c'était C, n'est-ce pas? Donc on va le mettre dans l'ordre, comme là-bas. Donc plus du sur dx, plus du sur dy, plus fu égale à 0, sachant que pour l'hyperbolique, il faudrait changer le signe ici en signe moins, et puis pour, comment dirais-je, le parabolique, eh bien avoir donc pas autant de dérivées partielles d'ordre 1 et d'ordre 2. Hein. Là, vous avez deux dérivées partielles d'ordre 1 et 2 pour x et pour y, alors que ici, dans l'un des deux cas, vous avez une variable qui est orpheline de sa dérivée partielle seconde, en quelque sorte. La fonction n'a pas de dérivée partielle seconde dans une des variables, mais par contre, pour la deuxième variable, selon le cas de figure, vous avez une dérivée partielle première et une dérivée partielle seconde. Alors, l'idée est la suivante, c'est de procéder au changement de variable suivant. On pose u de grand X et de grand Y égale. Alors, je pourrais faire les deux en un, mais pour que ça soit plus clair pédagogiquement, je vous propose d'écrire e puissance petit a grand X, v de grand X et de grand Y. Alors, première chose, évidemment, ça on peut l'écrire tout de suite, puisqu'on a fait un changement de variable en X, eh bien vous voyez que du sur d grand Y, eh ben, c'est e puissance a grand X qui est transparent à la dérivée partielle en Y, dv sur d grand Y. Et ça vaut aussi pour la dérivée partielle seconde. Donc on n'aura pas de problème à faire ici immédiatement là, le changement de variable. Alors par contre, on a du sur d grand X qui vaut, eh bien donc on a un dérivé à un produit, donc vous avez a fois v. Je vais enlever les variables, les dépendances de grand X, Y, comme je l'ai fait d'ailleurs là, pour alléger un peu la notation. Donc on a a e puissance ax fois v, et puis on a ensuite e puissance ax fois la dérivée partielle par rapport à grand X. Et comme je ne l'ai pas écrit, le tout multiplié par e puissance ax. Je répète, je dérive e puissance ax, ça fait a e puissance ax v, puis e puissance ax reste constant, et je dérive dv par rapport à x, le voilà. D'accord? Et je mets e puissance ax en facteur. Alors, si je me rends compte de cela, de facto, j'ai la dérivée partielle seconde de d2u sur d grand x2. C'est quoi? L'effet de la dérivée partielle première, c'est, je prends la fonction qui est multipliée par e puissance ax, donc maintenant c'est celle-ci. Là, c'était v. V apparu pondéré par a, puis sa dérivée partielle en x, le tout fois e puissance x. Autrement dit, c'est a fois cette fonction-là, c'est-à-dire av plus dv sur d grand x. C'est l'effet premier de la dérivée partielle par rapport à grand x, plus d sur d grand x, la dérivée partielle de ce qui était v ici. Mais ce qui était v ici, c'est tout ce crochet-là. Donc, plus la dérivée partielle par rapport à x de av plus dv sur d grand x. On pourrait redériver tout sans comprendre en structure, comme je viens de le faire, l'effet de l'opérateur dérivation partielle par rapport à grand x. Mais c'est un bon exercice, je pense, pour tout le monde. Alors, on obtient donc que d2u sur d grand x2. Alors, ça va être égal à quoi? Alors là, je vais mettre que les crochets. Alors,
on va avoir du A de V. Pour V, je vais classer dans l'ordre croissant dans les dérivées partielles, si vous voulez. Donc là, j'ai dérivée partielle d'ordre 0, c'est la fonction elle-même, A de V. Alors en X, ici, j'ai A dV sur dx, mais j'ai aussi ici A dV sur dx. Donc j'ai plus 2A dV sur dx. Ouais, c'est bien. Et puis donc là, c'est bon. Et là, il nous reste plus D de V sur dx. Alors c'est des grands X, c'est pas... c'est des grands X. Et là, c'est D de V sur dx2. Et ça, c'est multiplié, donc je ne l'ai pas écrit là, par E puissance AX. Autant pour moi, c'était celui-là pour la dérivée partielle première. Voilà, donc on a comme calcul D de V sur dx2 plus 2A dV sur dx, E puissance AX. Et donc, quand je vais remplacer maintenant ce changement de variable-là, à l'aide donc d'un certain nombre d'ingrédients, comme celui-ci pour la dérivée partielle première, l'équivalent pour la dérivée partielle seconde, je parle en Y, la dérivée partielle première en X, la voilà, et la dérivée partielle seconde en X2, donc en D2U sur DX2, la voilà. Alors, on va obtenir quoi? Eh bien, vous voyez qu'à chaque fois, je vais avoir E puissance AX pour chacun des termes qui va être factorisable, donc je vais pouvoir simplifier. Donc, faisons-le tout de suite pour... comment dirais-je, ne pas encombrer l'écriture. Donc, on a un A de V plus 2A dV sur D grand X plus un D de V sur D grand X2. Ça, c'est pour D2U sur D grand X2, réécrit maintenant, exprimé par rapport à la fonction petit v, la nouvelle fonction. D2U sur D Y2, ben ça va devenir un D de V sur un DY2 pour les raisons qu'on a vues ici, puisque la dérivée partielle seconde, à E puissance AX près qu'on a simplifié sur toute l'équation, il ne reste plus que ça. Plus grand D, DU sur DX, il est là, donc on a un AV plus un DV sur D grand X. Plus grand E, DU sur DY, le voilà, on a simplifié par E puissance AX, je vais y arriver, donc ça va donner plus grand E, un DV sur D grand Y. Et puis FU, F, E puissance AX simplifié, FV, égale 0. Alors on peut encore réorganiser tout ça, mais il est intéressant de noter, quand vous regardez en structure, je dis bien, le calcul qui est en bas, que se passe-t-il? Alors vous avez des termes en dérivée partielle seconde, et le miracle, c'est pour ça que je dis le miracle, qui est un miracle subi pour l'instant, puisque ce changement de variable-là, regardez bien ce qui va se passer. Donc il va y avoir cette dérivée partielle seconde, en Y, et puis cette deuxième dérivée partielle seconde, comme c'était le cas avant, mais le miracle, c'est qu'on va avoir ici 2A dV sur dx et on a D dV sur dx. Donc, je vais avoir 2A plus D fois dV sur dx. Or, le paramètre A, ici, je l'ai posé quelconque. Donc, si je le choisis, puisque vous voyez, je peux le réécrire, eh bien, vous allez avoir 2A plus grand D. Donc, si je choisis A qui vaut moins D sur 2, le coefficient correspondant à la dérivée partielle première en X, cette fois-ci, a été annulé par un changement de fonction approprié, qui est le changement de fonction correspondant. Donc, si, je l'ai dit oralement, donc je vais comment dirais-je, l'écrire directement. Si on choisit A égale moins D sur 2, alors l'équation 5 s'écrit comment? Eh bien, vous voyez par rapport à ce que l'on a obtenu en bas, que pour les raisons de ce choix de A égale moins D sur 2, eh bien, si A vaut moins D sur 2, la partie en D dV sur dx avec la partie 2A dV sur dx va bien s'annuler. Ce qui veut dire que l'équation 5 s'écrit D2U sur dx2 plus D2U sur dy2
Et donc, la partie dérivée partielle en x disparaît, hein, c'est bien l'idée, il n'y a plus de dérivée partielle première en x, et il va y avoir, alors j'ai dit u, mais il faut remplacer u par v, évidemment. C'est l'équation en dérivée partielle, c'est l'équation 5 avec le changement de variable qui est ici. Et donc, vous avez d2v sur dx2, d2v sur dy2. La partie en dv sur dx part s'annule et il reste plus grand E dv sur d grand y plus fv égale à 0. Et donc, ça, c'est le fruit de ce changement de variable pour lequel je n'ai proposé aucune motivation de prime abord. Alors, on peut quand même, toutefois, maintenant, faire une espèce de reverse engineering en essayant de comprendre comment on aurait pu avoir, un tantinet soit peu, l'idée de ce changement de variable. Alors, bien sûr, vous allez me dire, la réflexion est simple dans la mesure où on a déjà terminé notre calcul et on a abouti à faire disparaître la dérivée partielle en x. Et vous allez voir que pour des raisons de symétrie, on va faire aussi disparaître dans cette équation la dérivée partielle en y. Et donc, quelle est l'idée qui pourrait être sous-jacente à ce changement de variable de prime abord ? Même si on est a posteriori, cette position a posteriori peut nous permettre tout de même de dégager quelques lignes directrices qui pourraient motiver, encore une fois, a priori et plus a posteriori, ce changement de variable. Alors, à partir de l'équation 5, le but, non avoué au départ lors de mes investigations avec vous, c'était de faire justement, de trouver une possibilité de montrer que ce terme-là, par un changement de variable adéquate, eh bien, pouvait s'annuler de la même manière pour le du sur dy. Alors réfléchissons un instant. Il nous faut un changement de variable qui va permettre d'être suffisamment souple, c'est-à-dire qui va permettre de s'ajuster pour atteindre cet objectif. Changement de variable avec de la souplesse pour atteindre un objectif, ça, c'est donner dans le changement de variable un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire au moins un, doit être quelque part enfoui d'une certaine manière, doit être impliqué d'une certaine manière dans ce changement de variable. Première grande idée simple, quand je dis grande au sens idée fondamentale. Il nous faut un degré de liberté au moins. Peut-être il en faudrait plus, mais on faut bien démarrer par un degré de liberté, un paramètre, c'est le paramètre petit a. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il nous faut trouver un changement de variable qui, après avoir été appliqué, ne perturbe pas la structure de l'équation. C'est-à-dire, il nous faut un changement de variable qui conserve la structure de l'équation. C'est ce que l'on a obtenu ici, si vous voulez, avant même d'avoir fait ce choix particulier du paramètre. Je ne les ai pas réorganisés les termes, mais vous avez bien une dérivée partielle seconde en x, une dérivée partielle seconde en y, et puis une dérivée partielle première en x, une dérivée partielle première en y, et un terme, une constante fois v, fv ici, vous avez du a de v là, et voilà. Donc en fait, on a cette structure qui est conservée. D'ailleurs, cela me permet de vous préciser, évidemment, ici, le dv sur dy, c'est bien, il est bien pénalisé de la constante grand E, mais le f, c'est une nouvelle constante que je réintroduis, puisque en facteur de v, vous avez le f qui est ici, vous avez le ad qui est ici, vous avez le a2 qui est là. Toute cette combinaison de ces trois valeurs, a2, AD et grand F, je le rebaptise grand F. Vous êtes maintenant habitué, je ne l'ai pas dit, mais c'est encore mieux en le disant. Donc, le changement de variable, pour revenir à la motivation que j'essaye de mettre en mots, et donc de formaliser pour une pensée ultérieure, pour motiver de prime abord l'écriture d'un changement de variable adéquate, c'est de dire qu'il nous faut un changement de variable qui ne modifie pas la structure de l'équation. Et donc, à l'aide de l'exponentielle, en multipliant par une exponentielle dépendant de ce paramètre, je garantis justement deux choses. À savoir que le produit de e puissance aXv me donne
me permet de remplir ces deux contraintes, les contraintes auxquelles je faisais allusion. La contrainte qu'il existe un paramètre. Certes, là, voilà, on l'a écrit, il s'appelle petit a. Il faut bien un degré de liberté. Et ce degré de liberté, vous avez vu, on va le choisir de manière adéquate. La deuxième chose, c'est que en termes de produit, dans cette structure-là, par les propriétés du produit de deux fonctions et par les propriétés de dérivation de l'exponentielle, qui est en fait indéfiniment elle-même à un coefficient multiplicatif près, comme vous le savez, je dérive puissance ax, eh bien je vais avoir toujours puissance ax fois a puissance, le nombre de fois de dérivation. Eh bien c'est bien ce qui apparaît d'ailleurs, quand vous le voyez, entre la dérivée partielle en x ici et la dérivée du premier ordre et celle du deuxième ordre, avec, vous voyez, le coefficient qui apparaît a ici, puis a carré là. Mais comme je dérive un produit, je vais avoir toujours puissance ax qui sera factorisable dans u et ses dérivées partielles en x, en y, à n'importe quel ordre. Ça, c'est la propriété de l'exponentielle et du produit. Du coup, je ne vais pas, il va me rester en dérivant autant de fois que j'en ai besoin dans toutes les directions, c'est-à-dire en x et en y, je vais avoir toujours en structure des combinaisons linéaires, prenez ça avec des guillemets, de V et de ses dérivées partielles. C'est ça qui compte. Je dis bien des combinaisons linéaires. Regardez bien. Ça, c'est une combinaison linéaire de V et de sa dérivée partielle première en x. Coefficient de la combinaison linéaire, A, 1. Quand je dérive une deuxième fois, c'est bien une combinaison linéaire de V avec sa première dérivée partielle en x et sa deuxième dérivée partielle en x. Coefficient de la combinaison linéaire, A2, 2A et 1. Et évidemment, en Y, alors c'est encore plus simple, puisqu'il n'y a aucun impact, compte tenu du changement de variable, dans la dérivée partielle. Donc, évidemment, c'est une combinaison linéaire de V directement et de sa dérivée partielle en Y, et uniquement de dérivée partielle dV sur dy par rapport à la plus grande richesse de ce premier calcul, et en plus forte raison de celui-là. Ce qui veut dire que le fait qu'en dérivant cette structure, grâce à la propriété du produit et grâce à la propriété de l'exponentielle, je me garantis la conservation d'une structure analogue à l'arrivée de celle de l'équation 5, celle de l'équation de départ, dans la mesure où je ne vais produire que des combinaisons linéaires de la nouvelle fonction V et de ses dérivées partielles. Ce qui veut bien dire que je vais garder cette structure-là, comme vous le voyez ici, sans réorganisation, mais encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, le premier objectif, d'avoir un paramètre, bon, on va dire, mais pourquoi l'exponentielle? D'accord, mais un paramètre, le voilà. 2, pourquoi l'exponentielle et pourquoi l'exponentielle multipliée par V? C'est la raison pour laquelle que je viens d'expliquer, c'est la raison que je viens d'essayer de vous mettre en mots, à savoir que cette structure-là, grâce au produit et grâce à l'exponentielle, je me garantis d'expression des dérivées partielles de la nouvelle fonction, c'est-à-dire, pardon, je me garantis l'écriture de toutes les dérivées partielles de U qui m'intéressent dans mon équation, comme des combinaisons linéaires de la nouvelle fonction et de ses dérivées partielles. Voilà, ça c'est le fond de l'affaire, et c'est ce qui nous a permis d'arriver là. Alors, j'espère que vous pourrez en faire quelque chose de ce brainstorming de reverse engineering, mais il me semble important parce que je ne crois pas qu'on ait nulle part véritablement motivé ce type de changement de variable. On pose, oh ça marche très bien, on est très content. La véritable problématique, comme je l'ai déjà expliqué, qu'il s'agisse d'un travail de recherche ou un travail de recherche plus limité dans le cadre d'un cycle universitaire, donc non professionnel encore, dans le cadre d'un apprentissage, c'est de trouver les idées qui font que. Eh bien, trouver les idées qui font que, c'est ce que j'ai essayé de voir avec vous à présent. Alors, évidemment, hein, vous avez compris que maintenant, si on pose pour l'équation de départ, pour faire disparaître la dérivée partielle en x et la dérivée partielle en y, si j'avais posé u de xy égale e puissance a grand X plus by v de xy, avec eh bien, A égale moins D sur 2 et B, alors B ça va être moins E sur 2 pour des raisons de symétrie évidentes,
Alors 5 s'écrit. Et donc je suis en train de vous l'écrire maintenant. Eh bien, dv d de v sur dx2 plus d de v sur dy2 plus fv égale à 0. Et on ne peut plus aller plus loin dans le dégraissage par changement de quoi que ce soit. Annuler f changerait la nature de l'équation, mais il faut quand même noter que les propriétés essentielles de cette équation, les propriétés essentielles de, on va l'appeler 5', de 5', sont identiques à, on va dire plutôt, sont identiques à, eh bien, à l'équation obtenue correspondant à grand F égale 0, c'est-à-dire au Laplacien de petit v égale 0, sont identiques à celles qui correspondent à grand F égale à 0, c'est-à-dire d de v sur dx2 plus d de v sur dy2 égale 0. C'est pour ça que cette équation qu'on appelle l'équation de Laplace, puisque je vous ai rappelé qu'en termes d'opérateurs différentiels, en analyse vectorielle, on appelait cette combinaison linéaire de deux dérivées partielles secondes le Laplacien, je vous le rappelle, où je vous renvoie à un autre bloc de cours que j'ai le plaisir de vous proposer en parallèle de celui-là, comme vous le savez. Et donc, on parle de, du prototype, en fait, des équations dérivées partielles du second ordre linéaire elliptique. C'est celle qui correspond à ce Laplacien de V égale à 0. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on obtient pour l'équation elliptique. Évidemment, on peut, de la même manière, obtenir un résultat analogue pour les deux autres équations dont je vous ai montré avant ce changement de variable assez redoutable, hein, vous remarquerez, pour montrer que les dérivées partielles, quelque part premières, pouvaient être en quelque sorte neutralisées. Je n'ai pas tellement envie de dire éliminées, mais plutôt neutralisées, que le fond de l'affaire. Hein, encore une fois, quand on a le traitement de cette équation, les propriétés de cette équation, par le changement de variable, on a les propriétés de petit u, solution de l'équation numéro 5. Donc, en fait, ce traitement de changement de variable ici est véritablement redoutable et permet de s'affranchir donc de l'équation complète, du traitement de l'équation complète, auquel cas, eh bien, on procède à l'analyse, et c'est pour ça que vous trouverez dans la littérature de nombreux ouvrages concernant l'analyse, et Dieu sait que cette analyse est extrêmement riche dans la littérature. Je parle de l'analyse de l'équation de Laplace. Alors ça, c'est pour l'équation de Laplace, et on pourrait, de manière analogue, voir, alors si je reprends les notations que vous avez, oui, c'est à peu près la même chose, hein. Donc on a les trois équations, hein, qu'on en déduit, les trois équations fondamentales, j'ai envie de dire les trois types d'équations fondamentales, les trois équations fondamentales. Les trois équations fondamentales, je parle évidemment du cadre linéaire du second ordre à deux variables. Eh bien, la première, c'est, on vient de la voir, c'est d de v sur dx2 plus d de v sur dy2. Alors, je laisse pour l'instant le plus fv égale à 0. Hein, et ça, je vais mettre juste à côté que avec f égale 0, eh bien, on a le modèle elliptique qui est d de v sur dx2 plus d de v sur dy2 égale 0. Donc ça, c'est ce que je viens de voir avec vous. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas,
eh bien c'est la même chose avec un signe moins. Moins D2V sur DY2 plus FV égale à 0. Et donc, vous allez avoir un D2V avec F égale 0, si vous voulez garder tout au niveau du process de dégénérescence de ces équations. Vous allez avoir D2V sur DX2 moins D2V sur DY2 égale à 0. Et là, alors, un petit changement de variable esthétique, hein, un petit changement de variable esthétique qui va vous rappeler certaines choses pour certains d'entre vous. Si je pose y égale ct, alors, eh bien, y égale ct, donc vous allez ici avoir un 1 sur c2, donc vous pouvez dire qu'on peut le réécrire cette équation en d2v sur dt2 moins c2 d2v sur dx2 égale à 0. Donc ça, c'est l'équation de Laplace. Et ça, c'est l'équation de ce que l'on appelle des cordes vibrantes en, comment dirais-je, en théorie vibratoire ou en théorie d'ondes en physique ou en acoustique. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que ça nous amènerait un peu trop loin. Mais donc là, j'ai juste procédé à ce changement de variable. Et en fait, c'est la fameuse célérité de l'onde. Je ferme la parenthèse. Donc à partir du moment où j'ai fait ce changement de variable-là, eh bien, vous voyez, donc le C remonte à la surface et j'ai inversé les signes pour présenter l'équation, ce qu'on appelle l'équation des ondes monodimensionnelles. Troisième cas de figure, donc ça c'était le cas, le deuxième c'était le cas hyperbolique, et le troisième cas de figure, alors la même équation donc, qui correspond au cas parabolique. Là je vais dire directement, si vous posez dans l'équation valeur absolue de E égale 1 sur alpha et Y égale moins T signe de E, alors, on peut montrer, très simplement, hein, c'est un petit calcul direct que je ne détaille pas, que l'équation s'écrit dv sur dt moins alpha d2v sur dx2. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'équation de la chaleur monodimensionnelle, le prototype des équations aux dérivées partielles paraboliques. Voilà. Alors, pour terminer de ce premier paragraphe de ce chapitre introductif, rappelez-vous, je ne peux pas le terminer sans faire allusion à tout ce qui n'est pas équation aux dérivées partielles linéaires du second ordre, toujours dans le périmètre des deux variables dans le plan, mais ce que je vais dire maintenant, ça vaut dans l'espace à 3 dimensions et dans un espace à n dimensions aussi, c'est-à-dire que si on n'est pas dans le cadre d'équations aux dérivées partielles linéaires, eh bien, figurez-vous que la définition du linéaire étant tellement claire que celle du non linéaire est on ne peut plus limpide également, si ce n'est qu'il faut dire qu'une équation aux dérivées partielles qui n'est pas linéaire, c'est une équation aux dérivées partielles qui n'est pas linéaire. Vous voyez la définition, c'est-à-dire qu'on n'a pas de définition autre que par la négation. Si on est dans le cadre de ce que l'on vient de voir, nous avons une équation aux dérivées partielles linéaire, et tout ce qui n'est pas de cette structure-là, qui se décline sur la forme de l'elliptique, de l'hyperbolique et du parabolique, comme nous venons de le voir, eh bien tout le reste, c'est ce que l'on appelle le non linéaire. Alors là, c'est véritablement des costumes sur mesure qu'il nous faut élaborer, c'est-à-dire que chaque cas de non-linéarité, chaque cas d'équation aux dérivées partielles non linéaires doit être traité de manière à part entière. Je vous renvoie par exemple à l'équation aux dérivées partielles de Burgers, qui est une équation aux dérivées partielles hyperbolique non linéaire. Mais la non-linéarité est très spécifiée, est complètement déterminée. Et en fonction de cette non-linéarité, on arrive à mettre en œuvre un certain nombre d'analyses. Voilà, ça c'est pour l'équation aux dérivées partielles de Burgers. Vous avez les équations aux dérivées partielles transsoniques en mécanique des fluides. De nouveau, il va y avoir une non-linéarité particulière qui va correspondre à ce type de ce qu'on appelle les écoulements transsoniques, c'est-à-dire qui sont supersoniques, subsoniques et soniques selon les régions dans l'écoulement. Je ferme la parenthèse, mais de nouveau,
eh bien, il convient, dans ce cadre-là, d'adapter et de mettre en place sur mesure des véritables analyses qui correspondent à la non-linéarité concernés. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Nous allons voir très rapidement dans le prochain cours maintenant en quoi consiste globalement cette capacité à forcer le passage, à pouvoir déterminer quand même maintenant ce que tout le monde attend, à savoir les solutions de telles équations, dès lors qu'on aura dans l'autre bloc de cours vu que ces équations admettent une et une seule solution, ou dans quel cadre elles admettent une et une seule solution. Mais dans le bloc de cours présent, eh bien nous allons traiter notamment cette équation-là, et puis nous dirons quelques mots pour l'équation des ondes et l'équation, comment dirais-je, de la chaleur, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais cette fois-ci en termes d'approximation, parce que nous allons voir dans le prochain cours que dans le cadre général, on ne sait pas résoudre de telles équations, d'où l'analyse numérique des approximations de ces solutions par des méthodes bien connues. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez pas de liker si ces sujets vous ont intéressé, et puis vous pouvez toujours vous inscrire à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être mis à jour et être informé automatiquement des nouvelles mises à jour, c'est le cas de le dire. À très bientôt.